Bonjour à tous, je me présente, donc Richard Mézières, hein, Société Illico Réseau. Je suis un des co-dirigeants d'Illico. Et à ce titre, je vais vous animer ce matin le webinaire sur la partie sensibilisation et lutte contre les risques en termes de cybercriminalité. L'idée de ce séminaire, ça va être de vous présenter des idées assez générales, hein. L'objectif n'est pas de rentrer trop dans la technique. Par rapport à ça, bien évidemment, on pourrait aborder des questions techniques et je pourrais, si vous avez des questions à la fin du séminaire, y répondre. Mais l'objectif est de vous donner déjà des connaissances générales sur ces éléments-là, en ce cybermois qui a été déclaré par l'ANSSI en octobre étant l'entrée dans le cybermois, donc c'est l'occasion effectivement d'en parler. On va passer à peu près 1 heure ensemble. Je passerai peut-être un peu vite sur certains slides. N'hésitez pas effectivement après à me poser des questions si vous avez besoin. Voilà, allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Hop, donc du coup, petite introduction effectivement que je viens de faire. Ensuite, nous parlerons effectivement, on va organiser ce séminaire autour de 3 thèmes, hein, ce webinaire. À la fois, discuter un petit peu de comment vous connaissez votre système d'information, hein, ce que j'ai abrégé en SI. Thème numéro 2, comment on peut sécuriser nos interactions en fait, et faire en sorte que celles-ci ne soient pas problématiques, ou le moins problématiques possible en termes de cybersécurité. Et troisièmement, comment, point très important, on va sensibiliser vos utilisateurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser vos utilisateurs? Puisqu'effectivement, on verra que c'est un point aussi très important pour la lutte, contre la cybercriminalité. Petite introduction, je voulais vous donner quelques chiffres. Donc c'est quelques chiffres que je n'ai pas forcément, inventés, hein, bien évidemment. C'est des chiffres compilés et source notamment d'un assureur bien connu qui est la MMA, qui les a lui-même compilés aussi également, mais je trouvais le slide intéressant, donc je l'ai remis. Aujourd'hui, effectivement, en France, 8 entreprises sur 10 subissent au moins une attaque par an. Donc, on est quand même dans des proportions qui sont assez importantes. Et aujourd'hui, tout le monde est touché en termes de cibles, que ce soit la PME, le grand compte, l'artisan, le particulier aussi également. De toute façon, il n'y a pas de cible privilégiée, tout le monde est concerné. Point important aussi vis-à-vis de la PME, puisque c'est aussi le thème qui nous concerne, près de 60% des cyberattaques ont eu un impact sur le business. Un chiffre que je vous donne qui n'est pas présent ici, environ le coût d'une cyberattaque aujourd'hui pour une PME est estimé à environ 160 000 euros. Dans le cadre d'un arrêt de prod ou quoi que ce soit, de reconstruction du système, c'est un coût moyen, il peut être moins important bien évidemment, mais aussi plus important. Mais ceci étant, 160 000 euros de coût pour une PME, vous vous rendrez compte qu'effectivement, ça peut être très impactant pour son activité, voire effectivement la rendre, enfin fermer la société, quoi, en fait. Donc ça peut être très important. Environ 1200 notifications de violation de données personnelles sont aujourd'hui transmises, ont aujourd'hui été transmis, notamment dans le cadre de la RGPD. C'est aussi un chiffre qui monte et qui n'arrête pas de croître, hein, donc c'est important. Et puis quelques éléments aussi sur des attaques les plus fréquentes qu'on a pu relever, 73% phishing, spear phishing, on pourra voir ces notions après, mais c'est notamment donc, par le biais de la messagerie que les attaques rentrent, donc on verra que ce point est important effectivement à sécuriser. Et puis, on a aussi une part assez importante de 50% de fraude au président. Donc là, ça va passer par l'ingénierie sociale, notamment, et puis effectivement des tentatives, notamment vous avez entendu parler de demandes de virement en disant que le président effectivement a voulu, doit acheter quelque chose ou faire un virement à un fournisseur ou dans le cadre d'un achat d'une société. 40%, c'est le nombre de malware et de ransomware qu'on peut détecter dans les différentes attaques. Et chaque minute, 9 nouveaux logiciels malveillants sont détectés. Donc là, on verra qu'effectivement, par rapport à ce chiffre, l'importance des nouveaux outils en fait, de protection à base d'intelligence artificielle font qu'effectivement, ça va être très important puisque tous les outils, bien évidemment, à signature, avec ce nombre élevé de nouveaux logiciels malveillants, on les rend caduques assez vite.
Petite stat de répartition aussi de l'origine des violations de données. Donc 48%, ça va être des actes malveillants, donc purement des attaques. 27%, c'est l'erreur humaine, hein, diffusion par le salarié, un fournisseur, quoi que ce soit. Et 25%, c'est aussi des erreurs de défaillance purement techniques qui vont permettre effectivement de ça. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir vous donner effectivement quelques stats pour vous donner qu'effectivement la menace est bien présente. Bon, ça, je pense que vous vous en doutez si vous participez aussi à ce webinaire et qu'effectivement, il faut la prendre très au sérieux. Alors, pour effectivement vous protéger le mieux possible, l'idée, ça va être de pouvoir globalement bien connaître en fait votre système d'information. On s'aperçoit souvent qu'effectivement, on ne le connaît pas assez bien et que par rapport à ça, en connaissant bien son système d'information, ça va nous permettre de réduire notre impact de manière assez importante. Et ça va être une étape très importante justement pour sécuriser son système. On va pas. Ah, il y a un micro d'ouvert. Dorothée, tu peux couper, je pense. Attendez. J'arrive pas à une vision. Ah, ça va être bon. Ouais, c'est bon. Du coup, sur la connaissance du SI, effectivement, cette étape va être assez importante pour pouvoir en fait connaître votre environnement. On s'aperçoit très souvent qu'en fait, effectivement, il y a pas mal de choses qui tournent, qui peuvent éventuellement traîner dans le SI. Nous, on le fait très souvent quand on fait des audits en fait sécu, où effectivement, dans le cadre de ces audits-là, déjà, on relève un certain nombre d'éléments qui permettent effectivement, grâce à cet inventaire, de pouvoir un peu dire comment on va faire pour les sécuriser. Donc, quelques questions à vous poser. Et la première étape, je les ai un peu résumées ici. Est-ce que vous disposez d'un inventaire des équipements informatiques et des logiciels utilisés? Où sont stockées mes données critiques? Quelles sont-elles? Qui a accès à quoi? Et comment suis-je interconnecté vers l'extérieur? Ça va être effectivement 4 points essentiels à se poser pour dire qu'à un moment donné, c'est un peu le point de départ qui va vous permettre après de dérouler en fait un peu une méthode pour venir sécuriser vos éléments. L'idée dans la lutte contre la cybercriminalité aujourd'hui, c'est pas de se dire comment on va faire pour pas qu'ils rentrent. Bon, certes, on peut se poser la question de savoir ça, mais je le dis assez souvent, et puis je suis pas seul à le dire. Bien évidemment, le côté en fait faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans votre réseau, c'est assez compliqué et assez difficile parce qu'ils ont toujours un coup d'avance. Donc en fait, on va surtout se concentrer sur comment limiter l'impact de l'attaque et faire en sorte qu'en fait les données qui sont critiques ne soient pas divulguées et que si toutefois ils arrivent à rentrer, ils n'aient pas accès à grand chose. Donc justement par rapport à ça, connaître en fait son SI va être important. Donc déjà, on va passer sur l'étape, effectivement, première étape, c'est vos équipements. Qu'est-ce qui constitue mon réseau? Quels sont mes périphériques? Est-ce que j'ai une bonne connaissance des périphériques qui sont connectés en termes d'ordinateur, en termes de tablettes? Qu'est-ce qui est utilisé par mes collaborateurs? Est-ce qu'ils utilisent leur smartphone en fait sur le réseau ou quoi que ce soit? L'idée, c'est qu'il va falloir inventarier un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui est connecté sur mon réseau? Est-ce que j'ai des clés de 4G? Est-ce que j'ai des box? Est-ce que j'ai de l'IoT? Point important, l'IoT, entre parenthèses, effectivement, ça serait un point particulier aussi à vous, parce qu'on en voit de plus en plus en fait sur les réseaux et ces équipements-là ne sont pas forcément très sécurisés. Donc, je vous encouragerais bien évidemment à les isoler. Mais effectivement, par rapport à ça, il va falloir se poser toutes ces questions-là pour chacun de ces éléments-là, se dire voilà, comment on va gérer la politique en fonction du périphérique. Donc, créer un inventaire, c'est tout bête. Vous pouvez le faire soit avec des logiciels, soit manuellement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des choses bien compliquées, mais effectivement, se poser ces questions-là et identifier tout ce qui va être critique pour l'activité de l'entreprise va permettre après, derrière, de définir une politique de sécurité. Même chose pour la partie logicielle. L'idée, ça va être effectivement connaître leur nature, leur fonction, leur version. Alors pourquoi leur version? C'est qu'effectivement, ils peuvent, en fonction des logiciels du marché, être plus ou moins vulnérables. Donc si vous connaissez leur version, on va pouvoir effectivement assez vite savoir s'ils ont des failles ou quoi que ce soit. Et par rapport à ces éléments, pouvoir vous aider ça va vous aider à les sécuriser un peu mieux et y appliquer toujours pareil des politiques de sécurité.
Bien évidemment, utiliser les logiciels légaux, hein, de plus en plus. Enfin, bon, ça, je pense que vous n'êtes pas de ceux qui utilisent des logiciels éventuellement qui ne seraient pas légaux, mais très attention aujourd'hui, hein, tous les logiciels qui seraient illégaux, il y a bien souvent des malwares aujourd'hui cachés dedans. Hein, donc, vous faites rentrer un peu le loup dans la bergerie sur ce sujet-là. Donc, ça va être un point de vigilance aussi. Après, ça va être aussi s'intéresser sur la connaissance de votre SI, sur toutes vos données essentielles. En gros, quelles sont les données qui vont affecter ou interrompre votre activité? Quelles sont mes données qui sont à un moment donné, donc on va faire une cartographie en fait de toutes ces données-là, qui sont soumises à des obligations légales. Est-ce que j'ai du fichier client? Est-ce que j'ai des données personnelles en fait qui sont stockées sur mon réseau, sur mes serveurs? Comment sont-elles stockées? Comment je traite tout ça? Donc ça, tous ces éléments-là, il va falloir effectivement vous poser ces questions-là. Dans le cadre, bien évidemment, de l'RGPD, vous vous êtes posé déjà ces questions-là, mais effectivement, le fait de derrière vous poser ces questions de données essentielles va vous permettre de les traiter tout particulièrement et de se dire qu'il y a un moment, voilà, des données sensibles à la fois parce qu'il y a des brevets ou parce que c'est des données personnelles, eh bien, je vais, par exemple, les crypter sur le réseau, bien affecter leurs droits pour faire en sorte que voilà, ces droits d'accès ne soient pas ouverts à tout le monde. On s'aperçoit encore une fois très souvent dans des audits qu'on fait que les droits d'accès, ils sont des fois pas forcément très bien faits. Et effectivement, quand un attaquant arrive à rentrer, il va s'en donner à cœur joie pour récupérer de la donnée. Si déjà vos droits sont bien affectés, si vous avez fait ce travail effectivement de savoir et d'isoler, de crypter vos données, d'y mettre des droits d'accès, l'impact, vous allez le réduire en fait fortement. Et même s'il arrivait à rentrer, effectivement, il n'aurait pas forcément accès aux données essentielles de l'entreprise et il ne pourra pas forcément les altérer là-dessus. Après, donc toujours dans le même principe, hein, c'est les accès que je disais. Donc, pour résumer, quels sont les niveaux de droit? Donc, tout ce qui va être administrateur, utilisateur classique, invité, ça, il va falloir effectivement vous donner des règles très précises et il va falloir être assez vigilant sur ces éléments-là, donc les suivre. Donc, le principe, ça va être de les cartographier et puis après, de se donner une bonne ligne de conduite pour pouvoir effectivement les suivre. Faire en sorte aussi que les administrateurs n'utilisent pas des comptes administrateurs tous les jours en fait, mais vraiment des comptes d'exploitation quand ils administrent en fait la partie système d'information. Et puis quand ils travaillent tous les jours sur leurs données, qu'ils aient un compte utilisateur lambda. Ça c'est aussi très important pour éviter qu'un compte, un compte administrateur soit trop facilement effectivement trouvé et après qu'il ait accès à trop de choses derrière. On va se poser aussi des questions d'accès en termes de moyens en fait. Hein. Donc, est-ce que j'accède à mes données et qui accède à mes données par des connexions locales, par des connexions distantes? Donc, cette cartographie-là, elle va être aussi importante de le faire pour toujours dans le but de limiter la surface d'exposition. Je vais souvent utiliser ce terme dans le webinaire. La surface d'exposition, en fait, c'est ça qui va vous permettre en fait d'être le moins impacté possible en cas d'attaque. Encore une fois, le but n'est pas forcément d'arrêter l'attaquant, mais de faire en sorte qu'il n'ait accès au moins de choses possible et qu'il altère le moins de choses possible dans votre activité. Donc, cette cartographie va être importante. Autre point qui va être important dans la connaissance du SI, ça va être les interactions avec l'extérieur. Bien évidemment, vous êtes tous connectés à Internet. Vous avez sûrement aussi des prestataires, des partenaires qui échangent avec vous, qui se connectent à votre réseau. Donc ça, il va falloir effectivement bien les identifier et toujours pareil, faire en sorte de mettre en place une politique de sécurité qui va correspondre à chacun des éléments pour justement derrière bien la suivre et bien faire en sorte que vos accès soient bien priorisés. Il y a très souvent des accès Internet qui sont ouverts pour soit un collaborateur. On l'a vu en plus avec la pandémie. Maintenant, ça a tendance à se resserrer. Les gens font plus attention. Mais au tout début de la pandémie, c'était un peu festival sur les ouvertures parce qu'il fallait que les gens travaillent, ce qui était compréhensible. Mais aujourd'hui, l'heure est on ferme un petit peu les choses pour pouvoir recadrer un peu tout ça et faire en sorte qu'on puisse faire même du télétravail, mais de manière sécurisée.
Tous les accès partenaires aussi, attention, que ce soit vos prestataires informatiques, hein, que ce soit des partenaires avec lesquels vous travaillez. Évitez tout ce qui est accès permanent à votre système d'information. Le mieux étant effectivement de pouvoir ouvrir ou fermer à la demande des accès, ce qui permettra de toute façon de limiter les impacts, notamment même avec vos prestataires informatiques. Il y a beaucoup de rebonds, notamment les prestataires informatiques aujourd'hui aussi sont très concernés par cette partie effectivement attaque, puisque ils peuvent servir de rebond pour entrer dans votre système d'information. Donc tous ces points de contact avec Internet vont être effectivement importants d'être bien identifiés pour pouvoir derrière vous permettre de mieux les sécuriser. Je pourrais y revenir si vous avez des questions après sur comment faire, mais effectivement, déjà dans cette phase d'audit, ça va être important de le prendre en compte. Un autre point, c'est vos sauvegardes. Vos sauvegardes, elles servent à quoi? Si éventuellement, en fait, on a un attaquant qui est rentré, qu'il a réussi à faire du dégât, la première chose que vous allez pouvoir avoir pour redémarrer votre système d'information, c'est vos sauvegardes. Si vous n'avez plus de sauvegarde, bien évidemment, votre activité, elle va être très définitivement impactée. Donc par rapport à ça, il va falloir faire effectivement identifier toutes vos données à sauvegarder. Toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir effectivement derrière identifier les données plus ou moins critiques et adapter une politique de sauvegarde qui va peut-être être différente. Définir le rythme de vos sauvegardes en fonction effectivement de ce que vous acceptez ou pas de perdre, hein. Ça va être, on peut faire des sauvegardes en temps réel, mais on peut aussi faire des choses, voilà, on peut être à un jour, à quelques heures ou quoi que ce soit. Ça va être des questions à vous poser, questions à poser à la direction aussi éventuellement, puisque c'est forcément des choses qui sont impactantes, qui ne vont pas forcément être qu'au niveau informatique. Il y a des choix aussi à faire côté direction par rapport à ça. Et faire en sorte en fait de choisir différents supports pour votre sauvegarde et chiffrer aussi dès que vous le pouvez la sauvegarde pour faire en sorte qu'elle ne soit pas accessible directement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en cas d'attaque ransomware, petite stat que j'ai pas donnée au début, mais entre le moment où un ransomware en fait rentre dans votre réseau et souvent au moment où il rentre, on dit qu'il y a une moyenne de 72 jours à peu près qui se passe. C'est pas donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que le ransomware va être un petit peu dormant en fait pendant cette durée et au bout d'un moment, il se met en action. Mais pendant cette durée où vous ne le voyez pas forcément en fait parce qu'il est un peu dormant, il a quand même réussi souvent et très souvent à identifier un petit peu et cartographier un petit peu comment est fait votre réseau. Donc si vous faites en sorte de ne pas isoler forcément votre sauvegarde ou qu'elle soit mal isolée, ils vont les trouver assez vite. Et la première chose qu'ils vont faire, bien avant de crypter vos données, c'est de détruire votre sauvegarde, puisque la sauvegarde va effectivement leur permettre de faire une seule chose, faire en sorte que vous payiez une rançon. Puisque bien évidemment, le but du malware et du ransomware, c'est quand même aujourd'hui soit d'exfiltrer des données, les diffuser, et de vous demander une rançon pour ne pas les diffuser, soit effectivement crypter vos données et vous demander une rançon pour décrypter vos données. Et si vous n'avez plus de sauvegarde, bien évidemment, sur cette partie cryptage, vous serez beaucoup plus tenté de le faire, malgré qu'il ne faut pas le faire. Et puis, c'est aussi très impactant pour votre. Si vous n'avez plus de sauvegarde, vous ne pouvez pas repartir. Donc, l'impact sur l'entreprise ne sera pas du tout le même. Donc, par rapport à ça, il y a une règle un petit peu d'or à faire, qu'on va appeler la règle du 3-2-1 ou du 3-2-1-0. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein, bien évidemment. Elle est sûrement connue aussi de certains d'entre vous. Qui est effectivement de se dire que on va disposer, que vous disposiez à peu près de 3 copies de vos données, donc le chiffre 3, stocker cette sauvegarde sur 2 supports différents et éventuellement, c'est plus qu'aujourd'hui un conseil, avoir une copie de la sauvegarde hors site. Alors, copie de la sauvegarde hors site, elle peut se faire soit sur de manière simple sur des petites infras avec un disque dur qui peut être déconnecté à un moment donné. Ça peut être fait sur bande aussi, hein. Beaucoup de gens encore gardent la bande par rapport à ça, hein, pour faire cette sauvegarde sur site. On a aussi maintenant des systèmes sur des plus grosses volumétries en fait, qui nous permettent d'avoir des sauvegardes en fait, qui vont être externalisées en fait, de votre site. Donc on va externaliser via le réseau, mais qu'on va venir chiffrer et rendre ce qu'on appelle immuable. Alors le terme immuable dit que par une manière logicielle et d'accès en fait, par le biais de la manière de sauvegarde,
cette sauvegarde n'est pas modifiable en fait. Donc directement, par le biais de comment elle est sauvegardée, du système d'exploitation, on vient complètement le verrouiller en fait pour qu'il ne soit pas du tout modifiable. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, il faut le savoir, hein, chez différents éditeurs. Je ne suis pas là pour forcément rentrer dans des produits aujourd'hui. On peut vous en proposer. Bien évidemment, mais dans l'idée, effectivement, vous avez la possibilité d'aujourd'hui d'avoir de la sauvegarde connectée, mais qui ne soit pas modifiable et qui va permettre effectivement derrière de sécuriser cette partie sauvegarde et de la sortir de votre site. Et puis, bah, si voilà, vous ne voulez pas forcément aller plus loin, déjà, vous pouvez effectivement faire en sorte de la sortir ou simplement, comme font certains de nos clients, de déconnecter cette sauvegarde, enfin faire une sauvegarde, de la déconnecter, de la reconnecter à un moment donné, et puis on garde une copie hors site, en fait, en plus de la copie en ligne. Ce qui permettra, en cas de défaillance globale de tout, de pouvoir quand même récupérer vos données, ce qui va quand même être assez important. Voilà sur cette partie un petit peu connaissance et sauvegarde. Autre chose dont il va falloir parler aussi pour définir un petit peu les choses, c'est votre politique de sécurité. Déjà, effectivement, point très important, mise à jour. Je vais insister un petit peu là-dessus. Là, il y a quelques années, on disait on ne met pas à jour parce qu'effectivement, ça peut poser des impacts côté logiciel ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, mettez à jour. Il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont découvertes en fait chaque jour. Les éditeurs, dans la mesure du possible, qu'ils soient grands ou petits, font des correctifs par rapport à ça. Donc, tenez-vous au courant ou abonnez-vous en fait à des flux, je dirais, de vulnérabilité ou appuyez-vous sur des prestataires en fait qui sont capables de le faire. Nous, on a des offres là-dessus aussi si vous avez besoin pour justement mettre à jour régulièrement vos plateformes, qu'ils soient vos serveurs, vos logiciels, vos pare-feux, pour éviter en fait tout simplement l'exploitation d'une vulnérabilité. Ça va être très important. On l'a vu encore dernièrement avec la faille qui est apparue sur Exchange. Hein. Bon, il y a une vulnérabilité. Les gens qui n'étaient pas à jour, ils ont été quasiment tous exploités, quoi, en fait, puisque c'est des robots dans ces cas-là en fait, qui exploitent les vulnérabilités. Donc ça va très très vite. Donc ça va être important de se tenir à jour et de se mettre à jour, enfin de tenir à jour ces systèmes pour justement, je dirais, garder en fait effectivement ces éléments-là. Autre point important sur la politique de sécurité, ça va être effectivement la partie pare-feu. Bien évidemment, hein, mettez un pare-feu sur votre réseau. Bon, bien souvent, vous en avez un. Il va y avoir deux choses importantes sur la partie pare-feu. Bien le configurer. Il y a beaucoup de pare-feux qui, au fur et à mesure du temps, en fait, effectivement, ont des règles qui commencent à être plus ou moins ouvertes. Et par rapport à ça, ça va être effectivement quelque chose qui va être plus problématique. Donc, le suivi, mise en place d'un pare-feu aujourd'hui, ça se fait assez bien. Il y en a de toutes sortes, il y en a à tout prix, mais il fonctionne quand même. Enfin, je veux dire, on peut aujourd'hui avoir des solutions assez efficaces sur le sujet. Donc ça, oui, on passe par là. Mais bien évidemment, il va falloir aussi le suivre. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Le suivi de ce pare-feu-là, auditez régulièrement vos règles de sécurité, vérifiez qu'il n'y a pas de choses qui seraient restées ouvertes. Hein. C'est un peu comme si vous laissiez votre porte ouverte chez vous. Hein. Vous pouvez avoir une porte coupe-feu quand la serrure est ouverte. Pardon, pas une porte coupe-feu, une porte blindée. Si la serrure est ouverte, effectivement, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, il faut faire effectivement un suivi assez régulier de ça, qui peut être fait soit par vos prestataires, soit par vous, soit voilà, simplement faire de l'audit interne. Hein. Ça peut être, il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans des éléments, mais pour vous poser des questions. Et puis, cartographier aussi vos règles en faisant un suivi simple de ces règles-là pour être sûr qu'il n'y a pas de règles inutiles qui traînent. On en trouve très souvent, je peux vous le garantir. Toute la partie antivirus. Donc aujourd'hui, tout ce qui est antivirus, alors antivirus, aujourd'hui, c'est un terme qui peut être utilisé à différents endroits. On va parler d'antivirus, d'anti-malware. On va parler aussi, vous avez sans doute entendu parler le terme qui est un peu plus à la mode aujourd'hui, de EDR, de Endpoint Detection Response, qui sont des antivirus aujourd'hui, enfin des anti-malware, hein, je vais plutôt appeler ça comme ça, plus évolués, qui vont embarquer de l'intelligence artificielle, qui vont surveiller encore un peu plus les éléments pour vous protéger. Donc ça, bien évidemment, déployez ça sur l'ensemble de vos postes de travail, serveurs de fichiers, etc. Enfin, l'idée, c'est que tous vos périphériques soient protégés, y compris les périphériques mobiles, qui sont aussi des points de vecteur aujourd'hui assez importants.
Ça vous protégera et ça vous permettra effectivement d'empêcher quand même des compromissions. Ne déverrouillez pas trop vite en fait aussi vous pouvez avoir aussi de la même manière que les pare-feux. Je fais un peu la même remarque, mais on peut avoir des très bons outils qui sont capables d'arrêter effectivement un certain nombre d'attaques de manière assez importante. Par contre, effectivement, bah, tiens, des fois, il y a une lenteur sur un poste, il y a une lenteur sur un logiciel. Ah, on déverrouille et puis on oublie de reverrouiller. Et là, vous ouvrez la porte et vous ouvrez la boîte de Pandore. C'est arrivé à des grands groupes dernièrement dans la région. Et effectivement, bah, malheureusement, on s'est aperçu qu'effectivement, en déverrouillant un module, c'est ça. Donc, le suivi est aussi important par rapport à ça. Sur les éléments pour pouvoir bah, voilà, bien vous protéger et limiter aussi cette porte d'entrée. Les mots de passe. Alors, on en parle, les mots de passe, effectivement, c'est la bonne galère pour tous les utilisateurs. On le sait tous. Bon, on dit aux utilisateurs, vous mettez des longueurs de mots de passe, vous mettez pas des choses critiques, enfin, vous mettez des choses un peu critiques, etc. Il ne faut pas les réutiliser. Bon, souvent, ça finit justement du coup sur des choses, je ne vais pas dire le bout de papier ou le post-it comme c'est sur le schéma, mais bon, ça peut arriver. Donc, il faut faire effectivement attention à ça. Les mots de passe, quelques conseils à vous donner là-dessus. Ne pas utiliser le même mot de passe partout. Bon, ça, je pense que quand même, c'est effectivement des choses qui tombent un peu sous le sens, mais on le redit quand même. C'est assez facile aujourd'hui d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il y en a pléthore sur le marché qui sont assez sécurisés aussi. Donc, vous pouvez avoir dans le cloud ou on-premise sur vos différents périphériques et du coup, qui peuvent vous simplifier la vie pour pas forcément retenir les mots de passe. Moi, à titre personnel, aujourd'hui, je retiens plus aucun mot de passe. Je génère les mots de passe sur les sites, je le mets dans mon gestionnaire de mots de passe et derrière, bah, ça me permet effectivement de gérer ces éléments-là. Sachez que vous pouvez aussi avoir des gestionnaires de mots de passe qui peuvent travailler en équipe. On sait vous en proposer aussi également. Pour effectivement, voilà, si vous avez une équipe interne qu'ils aient accès par niveau de droit d'accès aux différents mots de passe de l'entreprise. Ça va être effectivement important. Ça va vous permettre de complexifier les mots de passe, de pouvoir les changer régulièrement aussi, mais du coup, voilà, ne pas rentrer dans la galère de comment je fais pour le retenir, etc. Petit point aussi important, le dernier point, c'est la double authentification. Partout, vous pouvez le faire. Ajouter une méthode d'authentification forte. Alors pour les non-initiés, c'est effectivement le fait de pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle un deuxième facteur. Donc en gros, on va rentrer notre mot de passe et puis derrière, en fait, on va vérifier qui est derrière un clavier. Donc avec un autre périphérique en fait que vous avez à votre disposition, avec ça peut être une couche logicielle aussi votre PC. Il y a pas mal de systèmes là-dessus qui sont plus ou moins forts, qui existent, mais qui va permettre effectivement au-delà de connaître le mot de passe, de vérifier qui est la personne derrière le clavier, puisque ça va être aussi important. Je vous encourage aussi à le faire énormément aujourd'hui avec le développement du cloud. Autant effectivement des fois en interne, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est mieux de le faire. Autant sur toute la partie développement de cloud, que ce soit sur vos outils privés ou vos outils pro, la double authentification, elle est très souvent disponible. Activez-la. Même sur Microsoft aujourd'hui, c'est activable sans frais. Alors, c'est quelque chose de base, on peut faire mieux, mais c'est déjà une première étape. Pour effectivement, c'est pareil, faire en sorte de freiner un petit peu les éléments. On voit beaucoup quand on regarde les consoles de sécurité, par exemple Office 365 dans le cadre de nos audits, on va voir très souvent en fait que les comptes, il y a eu des connexions à différents endroits qui n'ont pas été faites par l'utilisateur. Et l'ingénierie sociale et les arnaques au président dont je parlais passent très souvent par la récupération de ces informations. Et souvent, c'est parce qu'ils ont réussi effectivement à rentrer par ce biais-là. Donc, la double authentification va vous permettre effectivement de gérer ça. Donc, c'est un point important. Des questions à vous poser. Partout, vous pouvez l'activer. Activez-la. C'est souvent gratuit. C'est pas souvent coûteux. Donc, faut juste se pencher un peu dessus pour le faire. Voilà. Là, on a vu la partie connaissance du SI. Maintenant, effectivement, on va plus parler de comment un peu on va sécuriser nos interactions. Donc, ça va passer, première étape, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui passent par du phishing,
du malware qui rentre par la messagerie, des éléments qui sont récupérés dans votre messagerie qui peuvent être divulgués. Donc, messagerie aussi, il peut y avoir pas mal d'infos confidentielles, hein, donc c'est des points importants. On sait que voilà, ils sont multiples, ils sont transverses. Donc sur ces éléments-là, il va falloir effectivement penser à sa sécurisation. Du coup, comment on va faire pour la sécuriser? Très clairement, disposer d'un système antivirus sur votre messagerie, ça va être important, anti-malware, anti-phishing. Donc, en général, les logiciels qu'on pose sur les systèmes de messagerie font tout ça, hein. Il n'y a pas besoin d'entrer dans des choses, de mettre de multiples outils. On a souvent des choses qui font un peu tous les éléments sur cette partie-là pour bien évidemment prévenir les fichiers infectés, mais aussi regarder qu'il n'y a pas de phishing qui peuvent rentrer dans les boîtes aux lettres pour aider les utilisateurs, bien évidemment, à ne pas cliquer sur un lien malheureux dans la messagerie qui, derrière, permettrait aussi de faire rentrer le malware sur votre réseau. Donc, cette partie-là, effectivement, mettez en place des systèmes de protection au niveau de la messagerie, qu'elles soient internes ou cloud. Aujourd'hui, sur Microsoft, de base, il y a des choses d'activer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement toujours venir protéger un peu directement à l'intérieur de votre messagerie, même si vous êtes sur Microsoft 365. Soit vous êtes sur des licences assez hautes sur Microsoft, et effectivement, il y a déjà des choses. Mais si vous êtes sur les licences de base, je vous encourage vivement à rajouter en fait des outils de sécurité qui vont permettre en fait de directement tracer et venir sécuriser votre messagerie de manière importante. Chiffrer aussi en fait les échanges de messagerie. Aujourd'hui, un mail, on peut chiffrer assez facilement toute la partie mail, tous les échanges entre vos postes utilisateurs et puis les serveurs de messagerie. Donc, passer en communication chiffrée pour effectivement éviter que quelqu'un récupère des infos par ce biais-là. Bon, c'est plus technique, mais ça se fait assez facilement là-dessus, donc pensez-y dans la configuration de vos équipements. Et puis, sensibiliser vos utilisateurs. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur la sensibilisation. Ça va être un point important. Vos utilisateurs, bien évidemment, ils sont acteurs dans tout ça. Alors, acteurs, pas forcément toujours à leur insu, hein. Et aujourd'hui, le phishing, c'est plus ce qu'on connaît avec des lettres pas très bien écrites en mauvais français. Il y a des choses qui sont très bien faites. Et du coup, par rapport à ça, sensibiliser les utilisateurs de manière régulière va être important pour leur apprendre à reconnaître en fait des emails frauduleux et pas à cliquer n'importe où. À ce titre, si vous voulez, on sait aussi vous proposer des campagnes de phishing pour justement sensibiliser les utilisateurs sur les différents risques. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est effectivement, ça va être un point important. Et puis, j'en parlais aussi juste avant, de sécuriser l'authentification de l'utilisateur. Donc, double authentification sur la messagerie. Est-ce que c'est bien moi qui est entre le clavier et l'écran? Est-ce que c'est bien votre utilisateur final? Oui, effectivement, il va falloir se poser la question. Mais pour se poser la question, il va falloir mettre des outils en place et la double authentification en fait partie. Autre point important, toujours en parlant effectivement des interactions qu'on pourra avoir, c'est qu'est-ce que font vos utilisateurs? Quelles sont les interactions que je vais avoir avec mes utilisateurs? Je vais effectivement, du coup, devoir profiliser un petit peu mes utilisateurs. Je vais avoir des utilisateurs lambda, je vais avoir des utilisateurs qui sont administrateurs, je vais avoir des utilisateurs qui font plus partie de la direction, des utilisateurs qui sont plus partie, par exemple, des services comptables, RH, donc on n'a pas forcément accès aux mêmes données. Donc tout ça, il va falloir les profiliser. Toujours pareil, pour effectivement leur attribuer des niveaux de droit et dire, voilà, toi, quand tu vas accéder à ces données-là, derrière, il va falloir que je me pose la question de savoir comment tu y accèdes. Est-ce que ça va être le biais par un VPN? Est-ce que du coup, tes droits d'accès sont bien définis par rapport à ce que tu dois accéder pour justement faire en sorte que ces éléments soient là. Et puis, sécuriser la partie télétravail, hein. Aujourd'hui, on sait bien évidemment que le télétravail rentre beaucoup plus dans les mœurs, il est de plus en plus nombreux. Donc, il va falloir effectivement traiter cette partie télétravail. Et je dirais qu'il y a même deux types. Il y a effectivement des télétravailleurs qui vont être très régulièrement en télétravail, presque tous les jours,
Ça se voit. Et puis, il y a ceux qui vont être plus occasionnels. Donc, on ne va pas forcément derrière leur attribuer les mêmes mécanismes de sécurité. On peut, mais on peut aussi faire des choses par rapport à ça. Et ça va être important de regarder aussi, de faire en sorte de regarder que, bah voilà, un télétravailleur qui n'est pas censé se connecter le samedi à 3 heures du matin, on puisse bloquer son accès. Donc ça, bah, se poser ces questions-là et mettre en place des mécanismes de sécurité qui vont venir effectivement regarder ça. Sachez qu'aujourd'hui, il y a dans les différents logiciels qui vous permettent de faire du VPN ou notamment de la double authentification, on a des mécanismes en fait qui permettent de connaître les habitudes des utilisateurs et de se dire, bah voilà, cet utilisateur-là, il se connecte d'habitude tous les jours de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. S'il se connecte le samedi à 3 heures du matin, c'est pas normal. Donc on bloque son accès ou on l'isole pour lui donner moins de droits d'accès. Donc ça va se faire de manière logicielle par rapport à ça. C'est des choses qui peuvent être. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut vous poser ces questions-là d'interaction pour du coup derrière mettre le curseur où il faut. C'est toujours pareil. Hein, quand on parle de sécurité, on peut parler d'un endroit où on met le curseur. La fourchette peut être assez large, mais du coup, en vous posant ces questions-là, ça va vous permettre de plus facilement poser le curseur. En fait. Toujours pareil sur les utilisateurs, ce qui va être important, c'est de dissocier et de protéger en fait dissocier leurs appareils. Est-ce qu'ils se connectent avec leur poste de travail régulier quand ils sont en télétravail? Est-ce qu'ils utilisent le poste de la maison? Est-ce qu'ils accèdent à des données avec leur téléphone, avec leur tablette? Tous ces éléments-là, il va falloir identifier l'usage en fait du périphérique par rapport à ça et de faire en sorte effectivement de leur attribuer les bons droits, de mettre les bonnes protections dessus. Pour tout ce qui est utilisateur, ce que je vais appeler à droit élevé, donc notamment par exemple pour vous le dire autrement, les administrateurs, faites en sorte de réduire leurs droits au maximum dans une utilisation courante. Mais quand ils se connectent, quand ils ont besoin d'administrer des plateformes ou quoi que ce soit, qu'ils repassent par des mécanismes d'authentification avec d'autres comptes, ce qui permettra d'éviter des rebonds et d'exposer trop facilement le système d'information, d'exposer trop facilement la sauvegarde. Ça va être effectivement important. De la même manière, il va falloir, le plus possible, éviter de dire à l'utilisateur, tu utilises ton PC perso pour te connecter à l'entreprise. Le PC perso, le périphérique personnel, vous ne le maîtrisez pas. Vous ne savez pas effectivement ce qu'il y a dessus. Et ça peut être un point de rebond. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est effectivement d'utiliser des périphériques à usage strictement professionnel, régulièrement mis à jour, que vous pouvez maîtriser pour permettre le droit à la connexion. Si éventuellement il devait utiliser un périphérique personnel, limitez ses droits, limitez ses accès à des données qui ne seraient pas sensibles pour l'entreprise. Et s'il a besoin d'accéder à ces données sensibles, à ce moment-là, il utilise un autre périphérique. Autre point, isoler au maximum les liens réseau entre le périphérique du télétravailleur et sa connexion réseau. Globalement, utilisez un VPN pour connecter. Faites en sorte que s'il est connecté à la maison, les autres périphériques de la maison ne puissent pas accéder à son périphérique. Donc ça peut se traiter par les logiciels VPN clients. Ça peut se traiter par d'autres biais aussi au niveau réseau. Vous pouvez aussi, il y a des gens qui vont jusqu'à fournir des box je dirais dédiés, qui sont connectés en fait à la box de la maison pour l'accès Internet, mais qui isolent en fait la partie périphérique professionnelle. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent s'envisager. Il y aura des points aussi sur votre réseau. Alors là, je reviens plus sur le réseau interne, je fais une petite parenthèse, mais c'est pareil, pensez sur vos réseaux internes à bien isoler vos différents éléments, vos serveurs, votre sauvegarde, vos postes d'administration dans différents VLAN qui vont permettre effectivement de bien segmenter votre réseau. La segmentation du réseau, voire la micro-segmentation, on parle des fois d'éléments, va vous permettre de limiter au maximum l'impact en fait que va avoir une attaque, puisque en fait ça va complexifier en fait pour l'attaquant la possibilité d'accéder à vos données et toute cette le fait de complexifier en fait un petit peu l'accès à cette donnée là va le décourager. Faut savoir qu'aujourd'hui on est face à des mafias en fait. Le nerf de la guerre, bien évidemment, c'est l'argent. J'ai envie de vous dire, ils en ont rien à faire de savoir si vous êtes l'artisan du coin ou la NASA entre guillemets.
Mais eux, ils cherchent des cibles, ils font de la pêche en masse, et après, ils vont se concentrer sur les cibles faciles, en fait, la plupart du temps. Si vous complexifiez, c'est un petit peu comme voilà, sur des voitures, hein, plus la voiture est facile à voler, plus vous allez avoir des taux de vol en fait, sur ces éléments-là. Si ça devient trop compliqué, ils passent leur chemin, ils passent à autre chose. Ils ont un vrai business model, en fait. Hein. Je le dis un peu comme ça, mais il y a un vrai business model effectivement derrière. Donc le temps, c'est de l'argent, et plus vous complexifiez, plus ils passeront du temps. Donc à partir de ce moment-là, sauf s'il y a un vrai enjeu et que vous êtes face à quelque chose de très ciblé, bon là, ça sera un petit peu différent. Mais la majorité des cas, ils passeront leur chemin, quoi. C'est ce qu'on constate, hein. C'est pas juste, moi qui le dis, c'est assez constaté dans les éléments. Et bon, effectivement, donc sécurisez bien sécurisez bien la communication entre vos données, ça va être effectivement important. Donc toutes ces interactions, pour résumer un peu cette partie thème numéro 2, sécuriser vos interactions va être très important pour lutter en fait contre la cyberattaque. Donc si je résume, la messagerie, les interactions avec vos utilisateurs et vos partenaires, pour effectivement bien identifier tout ça et bien mettre les bonnes règles de sécurité qui vont correspondre afin de traiter ce point. Point important, j'en parlais tout à l'heure, c'est effectivement de sensibiliser vos utilisateurs. On est tous acteurs, que ce soit des gens assez aguerris, des administrateurs, des utilisateurs lambda. On a tous besoin de sensibilisation, je vous rassure. Je pense qu'on peut tous se faire avoir sur des choses. Et effectivement, la sensibilisation, ça va être le maître mot. La sensibilisation, elle va permettre de éviter pas mal le phishing, l'ingénierie sociale. 80% des attaques réussies utilisent l'ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est récupérer des informations en fait sur votre entreprise, sur ses collaborateurs, sur ses dirigeants, pour pouvoir les utiliser à bon escient et écrire un mail justement qui va ressembler le plus possible en fait à un moment donné à quelque chose qui pourrait être réel, pour pouvoir, voilà, entre guillemets, faire tomber les barrières des utilisateurs et qu'on vous ouvre la porte, quoi, en fait, hein, très, très simplement. Donc la sensibilisation va faire en sorte qu'effectivement, ces utilisateurs, plus ils sont sensibilisés, plus ils vont se méfier. On ne rentre pas dans la parano, hein. L'idée, c'est qu'effectivement, vous faites de la sensibilisation régulière. C'est comme tout, hein, c'est comme tout ce qu'on fait. On forme les gens c'est pas inné, pour justement leur montrer quelles sont les menaces, comment elles peuvent arriver, et effectivement faire en sorte que ils puissent les éviter. Donc ça, on va en parler, ça passera par différents éléments. À la fois les former et dire ouais, mettez à jour vos périphériques. Alors ça peut être fait aussi par le service informatique, mais même sur le périphérique perso, vous pouvez très bien aussi dire voilà, mettez à jour, c'est important. Dissocier tout ce qui va être messagerie personnelle, professionnelle, en gros pas de mélange des genres, hein, parce que bien évidemment plus on mélange les genres, plus il peut y avoir de la fuite de données. Donc ça va être important de les sensibiliser là-dessus. Bien évidemment, transférer des données, clé USB, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu USB, mais c'est effectivement aussi via le réseau, ne pas aller coller des données sensibles. C'est plus simple, je vais mettre ça dans Teams, dans OneDrive, mais apprenez-leur à se poser la question, en fait, à se dire qu'à un moment donné, s'ils posent la donnée à cet endroit-là, oui, elle est peut-être plus accessible que sur votre serveur de fichiers à l'intérieur de votre entreprise. Donc, je me pose la question de savoir où elle est posée, et comment elle est sécurisée. Donc ça va forcément passer par un moment donné de la sensibilisation. C'est pas inné. Eux, ils ont des outils à leur disposition qui sont des fois plus simples pour eux. Et du coup, ils pensent faire bien. Et puis en fait, effectivement, on a de la fuite de données qui peut se produire par là. Donc, si on les sensibilise, ils vont se poser la question et effectivement, on va limiter cet impact-là. Activation du VPN, effectivement, quel que soit où, en gros, on chiffre nos données, hein, ça va être important. Verrouiller son poste. Alors nous, on a un petit jeu ici qui est assez marrant, hein, c'est le premier qui verrouille pas son poste, en fait, il a un gage. Mais c'est important effectivement de verrouiller son poste.
parce que voilà, quand vous êtes dans des espaces de coworking, quand vous êtes dans le train, si vous partez, vous ne verrouillez pas votre poste, techniquement, en fait, vous allez avoir accès à des informations. Donc, les verrouillages de poste, mettez en place des politiques en fait, de verrouillage de poste et puis sensibiliser aussi vos utilisateurs pour qu'effectivement, ils verrouillent leur poste par rapport à ça de manière régulière. Sur cette partie-là. Une petite stat, toujours pareil, la sensibilisation au phishing, elle est efficace. Quand on sensibilise, on tombe à un taux moyen, bon, c'était en 2019, ça a bougé un petit peu, mais à 3,5% sur le taux de clic. Donc on voit que c'est quand même efficace. Par contre, ça va être efficace, et ça, on le dit peut-être pas assez. L'idée, c'est pas d'envoyer vos utilisateurs en formation pendant 2 jours pleine balle en leur bourrant le crâne sur les différents éléments, mais c'est plutôt de les sensibiliser dans la longueur. Donc, c'est-à-dire de faire régulièrement. Alors, comment on va le faire ? Soit vous les formez effectivement de manière régulière par petites touches sur des thèmes particuliers, mais de manière régulière. Vous pouvez aussi envoyer sur la partie phishing régulièrement, il y a des outils qui le font très bien, d'envoyer régulièrement des campagnes de phishing à intervalles réguliers sur différents types d'utilisateurs pour les former là-dessus. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui font pas mal de bienveillance aussi sur le sujet. Hein. L'idée, c'est pas de taper sur l'utilisateur, ah, tu t'es fait avoir, machin. Donc, c'est qu'ils comprennent effectivement ce qu'il a fait. Donc, utiliser des outils par rapport à ça peut être intéressant pour effectivement rentrer dans cette partie formation-là. Si vous êtes vous côté informatique, n'hésitez pas à en parler aussi côté RH. Parce que les services RH sont pas forcément toujours sensibilisés. Ça fait partie de la formation et du parcours de formation de l'utilisateur. Donc, effectivement, ça peut passer par la partie RH sur cette partie-là. Et notamment, même en budget formation, sur certains sujets, c'est complètement possible de le faire. Et effectivement, dans le long terme, donc c'est de manière régulière et sur la longueur plutôt que de court et intense en fait, parce que le court et intense, on est tous des humains. Moi, le premier, si on me retrouve le cadre, au bout d'un moment, j'oublie des infos, quoi, en fait. Donc, effectivement, par rapport à ça, ça va être important de sensibiliser l'ensemble de vos utilisateurs sur le sujet. Par rapport à ça. Et pour finir, il y a des outils qui existent. N'hésitez pas à nous demander. On a un certain nombre de palettes d'outils pour vous aider sur le sujet, en fait. Donc, toujours, je passe assez vite parce que j'en ai pas mal discuté, mais effectivement, l'idée, c'est de le sensibiliser au moment, par exemple, sur une campagne de phishing, quand je parle à la volée, il reçoit un mail de phishing, un faux mail de phishing, il a cliqué dessus. OK, ça déclenche derrière, en fait, un contenu de formation qui va permettre de le sensibiliser et on lui explique pourquoi. C'est l'idée, il a cliqué, ouais, voilà, il y avait ça, ça et ça et ça. On est dans la bienveillance et on est dans la formation. Comme je dis, on n'est pas là pour prendre le bâton. Donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir lui expliquer comment faire parce que c'est comme ça qu'il va mieux le retenir. Contextualiser effectivement ses contenus de formation et puis avoir des contenus assez dynamiques de phishing, de ne pas faire toujours les mêmes, bien évidemment, parce que au bout d'un moment, sinon, c'est barbant et puis il prend la ligne. Et ça va être important de faire des choses assez régulières, assez variées en fait sur le sujet. Donc c'est là où les outils peuvent vous aider. Ça va être important aussi d'impliquer la direction. Les dirigeants, c'est notamment en ingénierie sociale, c'est eux qui vont être très souvent le plus souvent attaqués, où on va essayer de récupérer de l'information. Donc il faut les sensibiliser aussi de manière importante. J'ai envie de dire, montrer l'exemple sur le sujet. Ça va être important effectivement que les collaborateurs, qu'ils soient cadres dirigeants ou quoi que ce soit, soient pas mal impliqués dans ce domaine pour justement insuffler vraiment cette partie-là. La partie, il y a plein de contenus aussi si vous voulez sensibiliser les utilisateurs sur le site de l'ANSSI, sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Il y a plein de contenus qui existent en français qui vont vous permettre effectivement aussi de donner de la documentation, de former aussi vos utilisateurs en interne qui sont gratuits. La partie nouveaux usages aussi, aujourd'hui, bien évidemment, on utilise des applications en SaaS,
on a beaucoup de mobilité, on a du Wi-Fi, etc. Donc forcément, on est beaucoup plus transverse que quand vous étiez avant derrière un PC qui était derrière le pare-feu dans l'entreprise, qui ne bougeait pas ou quoi que ce soit. Donc ça va être important effectivement de sensibiliser vos utilisateurs à tout ça pour justement qu'ils aient un peu plus la maîtrise de tout ça et de leurs équipements. Et du coup, rien qu'en étant un peu plus formés sur tous ces éléments-là, ils vont être plus vigilants. Et du coup, ça sera plus compliqué à un moment donné de passer par là pour attaquer l'entreprise. Point effectivement important, moi ça j'en ai un petit peu parlé sur le début quand même, l'accumulation d'équipements de sécurité, c'est pas un gage. L'idée c'est effectivement, c'est pas le but de mettre plein de briques de sécurité si vous les gérez pas. Ou si vous ne formez pas les gens, qu'ils soient administrateurs ou collaborateurs à tout ça, effectivement, vous ne serez pas forcément beaucoup mieux sécurisé. Donc, la formation et la sensibilisation, c'est une forte préconisation de l'ANSSI et toute la partie RGPD aussi également sur le sujet pour effectivement derrière, je veux dire, améliorer la sécurité de l'entreprise. Et comme je disais, l'organisme l'ANSSI ou Cybermalveillance, on a de la chance de l'avoir en France. Ils font un gros boulot là-dessus. Il y a plein de guides, donc n'hésitez pas à aller les voir. On pourra vous donner les liens en même temps que la présentation quand on vous le transmettra. Mais il y a plein de choses et plein de contenus intéressants, donc c'est important effectivement d'aller les voir. Et surtout dans la PME, effectivement, qui n'est pas forcément toujours sensibilisée. Autant les grands comptes sont beaucoup plus sensibles à tout ça. Il y a déjà pas mal de choses. La PME, il y a encore pas mal de travail à faire en fait sur le sujet. Et on doit tous être acteurs de ça. Bon, bien sûr, il y a peut-être un jour où ça va arriver. Est-ce que je vais me faire attaquer? Oui. Je peux à peu près vous le dire en mine. Vous ne le savez peut-être pas, c'est peut-être déjà arrivé. Mais c'est comment, effectivement, derrière, on va réagir. Donc, il y a plusieurs étapes pour la réaction. C'est déjà se préparer. Penser à établir des plans, alors sans éventuellement rentrer dans des PSI ou des choses comme ça, parce que vous pouvez, hein, bien évidemment, c'est bien de le faire. Mais bon, c'est déjà vous poser les bonnes questions. Donc mettre en place, alors j'ai appelé ça un cybercomex, c'est pas forcément un terme, c'est une gouvernance en fait, l'idée d'avoir un petit groupe de travail, on va plutôt le dire comme ça, justement qui va se poser, voilà, quelle est notre nature de risque, quelles sont les modifications de process qu'on peut faire pour mieux effectivement sécuriser les flux, quels investissements on peut faire. Donc ça, c'est déjà effectivement se poser les questions, ces questions d'inventaire, etc. Il peut être suivi aussi par ce groupe de travail-là. Établir en fait aussi, je dirais, la démarche à faire en cas de cyberattaque, l'écrire et de se dire, voilà, si on est attaqué, à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça, se poser des questions, est-ce que je déconnecte le réseau? On en reviendra après, mais qui je contacte surtout? Qu'est-ce que je dois faire au niveau de mes données sensibles et autres? L'idée, c'est de pouvoir effectivement, c'est un peu comme les pompiers, hein. Les pompiers, quand ils arrivent sur un feu, ils savent quoi faire parce qu'ils ont été préparés avant. Là, c'est exactement pareil, hein. Il faut se préparer. Donc, c'est important effectivement de rentrer dans cette phase de préparation pour justement évaluer les risques et y mettre effectivement, en fonction de chaque risque, une procédure qui va permettre en fait de la dérouler en cas de cyberattaque, puisque là, l'idée, ça ne sera pas de se poser les questions au moment où vous avez la cyberattaque, mais de dérouler plutôt quelque chose. Donc ça va être important. Vous pouvez vous faire accompagner aussi pour ça par des gens qui le font très bien, des cabinets qui le font très bien, si vous ne voulez pas le faire en interne, qui vont vous aider. Mais effectivement, ça va être important de pouvoir s'y préparer. S'entraîner, mais ça fait partie de la préparation, pour effectivement se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de crise majeure. Donc s'entraîner, ça peut être aussi, hein, j'en parle là, mais vérifier vos sauvegardes. C'est pas le tout de sauvegarder, mais effectivement faire en sorte que sur vos sauvegardes, vous jouiez le fait de pouvoir restaurer des données. Si vous avez un PRA, jouez votre PRA régulièrement pour faire en sorte qu'effectivement, un plan de reprise d'activité, hein, pour l'abréviation, faites en sorte de le jouer pour se dire que, voilà, en cas de problème, je sais faire, je sais faire. Et puis établir un organigramme, justement des personnes à contacter en cas de crise, parce que ça va être important de tenir à jour cette liste et de se dire, voilà, en cas de crise, je sors mon organigramme, je sors les personnes à contacter, je sais qui contacter, je sais quoi faire. C'est là où vous irez le plus vite, c'est là où vous limiterez l'impact le plus possible, parce que plus on va vite, plus on va aller vite dans la remédiation et moins vous aurez d'impact.
Donc ça va être important. Bon, bien sûr, on peut aussi agir. Donc l'idée, hein, il y a des réflexes à avoir. Si vous identifiez une machine effectivement qui a été attaquée, proprement dit, vous allez l'éteindre, mais déconnectez-la du réseau. Par contre, gardez-la. Gardez-la pourquoi? Parce que c'est une preuve. À la fois en termes juridiques, et puis ça vous permettra peut-être de remonter sur des informations plus tard sur comment en fait éventuellement c'est arrivé, et du coup de savoir quelles sont les données qui ont été compromises. Donc on va la déconnecter du réseau pour éviter qu'effectivement elle va se faire, mais par contre effectivement on va garder ça en termes de preuves. C'est des choses qui vous seront demandées par les autorités en fait, hein, si besoin, dans le cadre d'enquête, hein. Donc ça va être important. Prévenir la hiérarchie, si vous avez un RSSI, bon, bien évidemment, il sera souvent au courant, mais ou responsable de sécurité sur ces éléments-là. Prévenir tout ce qui est organisme d'État, certes, ça peut être, il y a un organisme, donc j'y reviens, mais cybermalveillance.gouv.fr, qui va vous permettre, donc c'est un organisme d'État qui a été mis en place, qui va vous permettre même d'avoir accès à des prestataires en fait qualifiés sur le sujet pour vous aider en cas de réaction. Donc allez faire un tour sur le site, c'est pareil, il y a des guides, il y a des manières de faire, et ça peut vous, dans le cadre de la préparation, et ça vous peut permettre d'agir proprement dit. Là-dessus, nous, on est en cours de certification, hein, par cybermalveillance justement sur le sujet. C'est une démarche un petit peu longue, donc voilà, mais c'est en cours côté illico. Ça devrait être fait d'ici la fin de l'année. Faire des copies, effectivement, si vous avez des éléments qui ont été impactés ou quoi que ce soit, fait des copies physiques, c'est des preuves, hein, toujours pareil. Donc ça peut vous permettre de, voilà, en cas de plainte, de les utiliser proprement dit. Donc après, il y a effectivement quatrième étape de rechercher l'ensemble des traces disponibles sur le réseau. Donc ça, bon, il va falloir effectivement éplucher un peu les logs. Alors, ça peut être plus ou moins simple. Si vous avez déjà des outils en place de cybersécurité, ça peut vous aider effectivement à remonter plus facilement et à repérer beaucoup plus facilement les traces. Nous, on peut vous aider effectivement dans cette partie-là de mettre en place des outils qui vont vous permettre derrière, voilà, en cas de cyberattaque, déjà de l'avoir plus vite, et puis effectivement de remonter plus vite à ce qu'on appelle le patient zéro, éventuellement d'où c'est parti, hein, c'est effectivement ça. Mais rechercher chaque trace va être important pour justement vérifier si déjà ils sont pas toujours présents, ou qu'est-ce qu'ils ont pu exploiter en termes d'informations, parce que ça va être important de savoir effectivement ce qu'ils ont pu voler comme information, pour savoir s'ils ont volé des informations sensibles ou quoi que ce soit, et vous de pouvoir agir en fonction, soit auprès de vos clients, soit auprès de déclarations en termes de RGPD s'il y a eu des données de données personnelles de volées, puisque là vous avez des obligations légales sur le sujet. Par rapport à ça. Et puis voilà, ne jamais rentrer en contact avec le pirate. Bien évidemment, si vous rentrez en contact avec lui, la seule chose qu'il va essayer de faire, c'est de vous emmener là où il veut, c'est-à-dire vous faire payer une rançon. Donc c'est pas le bon réflexe. Alors bien évidemment, hein, il va toujours vous laisser des informations pour être en contact avec lui. Mais je vous assure que ça ne sera pas la bonne solution. Du coup, il y a des organismes aujourd'hui, là il y a les liens, donc cybermalveillance, hein, j'y reviens, l'ANSSI, qui sont là pour ça, et avec des gens qui sont compétents sur le sujet, qui vont vous aider. Il y a plein de choses qui ont été mises en place en France là-dessus. Et par rapport à ça, ça va être effectivement important plutôt de les contacter eux, qui vont vous orienter vers les bonnes personnes, plutôt que voilà, de rester un peu dans votre coin et de dire bon, je vais le contacter, je vais essayer de voir si effectivement derrière je peux pas récupérer mes données. Non. Vous les récupérerez pas. Au pire, ça sera un chantage sans fin. Et puis porter plainte, ça c'est important, hein. De toute façon, ça sera vous demander effectivement sur cet élément-là. La plainte vous sera demandée proprement dit. Petit point aussi qui n'est pas présent dans le slide, dans le cadre de réaction cyberattaque, vous pouvez aujourd'hui vous assurer sur ces sujets-là. Alors, je ne suis pas vendeur d'assurance, je vous le dis simplement. Ça peut vous aider justement à réagir. Il y a des polices d'assurance aujourd'hui qui existent en fait sur la partie. Bon, je pense que vos assureurs ont fait le job et vous en ont parlé, mais effectivement, il y a des polices d'assurance qui existent pour vous aider justement à payer éventuellement un certain nombre de choses. Alors, pas payer la rançon, bien évidemment, même s'il y a des assureurs qui l'ont fait, mais aujourd'hui, c'était un peu, ils se sont fait un peu taper sur les doigts.
mais c'est surtout vous aider à reconstruire vos données, à faire en sorte que vous ayez des prestataires qui puissent vous aider par rapport à ça, pour que ça coûte le moins d'argent possible à l'entreprise et du coup, qu'elle puisse repartir aussi un peu plus vite. Donc ce risque-là, il s'assure aujourd'hui. De plus en plus, je pense que les assureurs, alors aujourd'hui on n'en sait pas, mais il y a quand même des questionnaires aujourd'hui justement sur qu'est-ce que vous faites dans la cybersécurité quand vous commencez à vous assurer. Alors, c'est comme tout, est-ce que vous avez une alarme? Là, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour un peu mieux sécuriser vos données? Il y en a de plus en plus qui demandent des éléments. Donc, toutes les étapes qu'on a vues auparavant, en fait, de cartographie des flux, de sensibilisation, etc., ça fait partie du jeu, justement. Et si vous arrivez à prouver effectivement par rapport à ça, vous allez mathématiquement plus facilement vous assurer. Voilà. Après, je ne suis pas commercial en assurance, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'était au moins pour vous informer sur cette partie-là. Voilà, on a à peu près passé 1 heure ensemble, proprement dit. Alors, je vous donnais pas mal d'informations, on vous transmettra les éléments. C'était l'objectif déjà de vous donner des éléments par rapport à ça. Et je peux effectivement, je ne sais pas si Dorothée, il y a un certain nombre de questions, je n'ai pas trop regardé. Non, il n'y a pas de questions Mais si vous en avez, dans la conversation. n'hésitez pas à, je dirais, ouvrir vos micros. Je suis là pour y répondre. Ou bien évidemment, à la fin de la présentation, je vous les affiche, il y a aussi nos coordonnées, proprement dit, et on est bien évidemment amène de vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans l'entourage? Pas de questions? Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que même si effectivement, bon, comme je vous le disais au début, il n'était pas forcément très technique, ce n'était pas l'objectif, de pouvoir vous apporter différentes notions, de pouvoir effectivement vous sensibiliser un peu plus sur ces éléments-là. Et on est à votre disposition pour derrière, éventuellement, pouvoir… Richard, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire Ah, peut-être une question, je ne ouais, sais pas. Jérôme est en train d'écrire, je le vois effectivement. Je vais attendre un peu, mais on est à votre disposition pour derrière, effectivement, pouvoir… je lui ai fait peur. Ouais, Euh, c'est ça. Bonjour, non, c'était pour écrire merci, c'est tout. J'avais pas de questions. d'accord, ça marche. Merci Jérôme de ta présence. Merci. Dans l'idée, c'était effectivement, voilà, on est à votre disposition pour répondre à votre question, pour échanger techniquement aussi si vous avez des éléments, bien évidemment, sur ces éléments-là. Et on a aussi un certain nombre d'offres pure cybersécurité au sein d'Illico à vous proposer sur tous ces sujets-là. Merci à tous, merci pour votre attention et puis à très bientôt.